Il cracha le morceau de fruit sur le sol poussiéreux, qualifia les pommes de déchets et humilia la vieille dame avec un sourire sarcastique. « Ça ne vaut rien, décréta-t-il. Il lui tourna le dos en riant, certain de son impunité. Mais ce que ce policier ignorait, c'est que la vendeuse était la mère de 2 des femmes les plus puissantes du pays. Et lorsqu'il le découvrit, il était déjà trop tard. Sur le marché de village en Provence, qui s'emparait de la place principale de la commune chaque samedi, Monique installait son petit étal improvisé, comme elle l'avait toujours fait. Une simple cagette en bois doublée de papier journal, exposant les pommes rainettes les plus parfumées et les prunes mirabelles les plus douces que l'on puisse trouver dans la région. Le soleil matinal frappait déjà le pavé, mais cela ne la dérangeait pas. Cet endroit était son histoire. À 60 ans passés, avec la peau tannée par le soleil du sud et le temps, et les mains calleuses d'une vie de dur labeur, elle n'avait plus besoin d'être là. Ses 2 filles, ses perles rares, étaient sa plus grande fierté. L'aînée, Manon Torres, était capitaine de corvette dans la marine nationale, servant dans un détachement isolé au cœur de la jungle de Guyane française, près de la frontière brésilienne. La cadette, Chloé Torres, était procureure de la République du district, l'une des figures les plus respectées et redoutées de la ville. Monique ressentait une fierté qui tenait à peine dans sa poitrine. Quand un client de longue date lui demandait des nouvelles de ses filles, ses yeux brillaient et elle bombait le torse. L'une défend la France là-bas en Outre-mer, et l'autre défend la justice ici même, disait-elle avec un sourire qui illuminait son visage fatigué. Mais malgré tout le succès de ses filles, Monique insistait pour revenir au marché de temps en temps. C'était son secret. Elle disait que l'odeur des fruits et le brouhaha des gens lui permettaient de garder les pieds sur terre. Cela lui rappelait d'où elle venait. C'était sa façon d'honorer la lutte qu'elle avait menée pour les élever seules toutes les 2. Tout se déroulait comme n'importe quel autre samedi. Avec le bruit des conversations, les marchandages et les enfants qui couraient, jusqu'à ce qu'une moto puissante et bruyante ne déchire l'air. Le lieutenant Stéphane Valenzuela, de la police nationale, arrêta sa moto rutilante juste à côté de l'étal de Monique. Il était connu dans le quartier pour son arrogance et pour traiter les commerçants les plus modestes avec mépris. Il descendit de sa moto en ajustant son uniforme impeccable et marcha vers elle avec l'autorité d'un petit seigneur local. Sans dire un mot, il prit une pomme rainette et y mordit à pleines dents. Le jus coula à la commissure de ses lèvres. Monique, un peu intimidée par sa présence, força un sourire et dit de sa voix douce, « Bonjour, officier. Elles sont très sucrées aujourd'hui. Voulez-vous que je vous en pèse ?» Le lieutenant Valenzuela mâcha lentement avec une expression de dédain, et répondit la bouche encore pleine, « Pèse-m'en 1 kilo. On va voir si c'est vrai qu'elles sont bonnes. » Les mains légèrement tremblantes, Monique prit un sac en papier et commença à choisir les meilleurs fruits, les pesant sur sa vieille balance. Elle tendit le sac au policier, qui le prit sans un merci. Puis il sortit une autre pomme du sac, en coupa un morceau avec un couteau suisse qu'il portait dans sa poche et le mangea en faisant une grimace exagérée. « Burk, grogna-t-il. C'est quoi cette cochonnerie que tu m'as vendue? Ça n'a aucun goût, c'est acide. » La douceur du fruit était indéniable, mais l'amertume résidait dans le cœur de l'homme. Monique pâlit. « Non, monsieur, elles sont très douces. J'en ai goûté une moi-même ce matin. Vous pouvez en goûter une autre, s'il vous plaît? » Mais le lieutenant Valenzuela lâcha un rire cruel qui attira l'attention de quelques personnes autour. « Ferme-la. Tu essaies de me prendre pour un imbécile? Tes pommes ne valent rien et tu sais quoi, je ne vais pas te payer un seul centime pour ces ordures. Compris? » Le visage de Stéphane Valenzuela rougit de colère. Il se pencha, saisit la cagette en bois avec une force disproportionnée et, avec un rugissement de fureur, la jeta de l'autre côté de la rue. Le cajou fit une pirouette dans l'air, éparpillant des douzaines de pommes et de prunes sur le bitume brûlant. Certaines furent écrasées instantanément par un TER qui passait sur le viaduc tout proche, projetant des débris en bas, tandis que d'autres furent aplaties par une camionnette de livraison. D'autres encore roulèrent vers une bouche d'égout sale. Monique resta paralysée, sous le choc. Les larmes jaillirent de ses yeux et ses lèvres tremblèrent. Tout son travail, son effort de la matinée, sa dignité, étaient là, écrasés et souillés au milieu de la chaussée. Une petite foule commença à se former, curieuse du tumulte. Les gens chuchotaient, regardaient la dame avec pitié et le policier avec peur, mais personne n'osa dire un mot. L'uniforme qui devait protéger était maintenant un bouclier pour la tyrannie.
Le lieutenant Valenzuela passa la main sur sa moustache. Satisfait de sa démonstration de pouvoir, il remonta sur sa moto et partit, laissant derrière lui un sillage d'humiliation et de silence. Personne dans la foule ne bougea pour aider la pauvre dame à ramasser ce qu'il restait de son gagne-pain. Mais sur le balcon d'une maison voisine, un jeune homme nommé Léo observait tout, son téléphone portable à la main. Il avait filmé chaque seconde de cette lâcheté. Son sang bouillonnait. Il connaissait Monique depuis qu'il était enfant, la tante Monique, qui lui offrait toujours un fruit en plus et un sourire affectueux. La voir traitée de cette manière, victime d'un abus d'autorité, le remplit d'une rage impuissante. Il arrêta l'enregistrement et resta à regarder la vidéo sur son écran, le cœur battant à tout rompre. Que faire de ça? Il savait que porter plainte contre un policier serait inutile, peut-être même dangereux. C'est alors qu'il se souvint d'une rumeur qui circulait dans le quartier. L'une des filles de tante Monique était un gros bonnet dans la marine. Avec un peu d'effort, en demandant à l'un et à l'autre, il obtint le numéro WhatsApp de la capitaine Manon Torres. Sans hésiter, il envoya la vidéo et écrivit un message court et direct, « Capitaine Manon, bonsoir. C'est Léo, de la rue de votre maman. Regardez ce qui est arrivé à tante Monique au marché aujourd'hui. À des milliers de kilomètres de là, au milieu du vert dense et humide de la frontière sud, dans la jungle de Guyane, la capitaine Manon Torres nettoyait méticuleusement son fusil d'assaut Fama. Le son des oiseaux exotiques et des insectes était la bande sonore constante de sa routine. Soudain, la tonalité de notification de son téléphone rompit la monotonie. Elle fronça les sourcils en voyant que le message venait d'un numéro inconnu. Curieuse, elle ouvrit la vidéo. La scène familière du marché de son village d'enfance apparut à l'écran, mais la familiarité céda bientôt la place à l'horreur. À mesure que la vidéo avançait, le visage de Manon se transformait. Ses yeux, normalement calmes et concentrés, se remplirent d'une fureur glaciale. Sa mâchoire se contracta quand elle vit cet homme en uniforme, un collègue de la force publique, mais du genre qu'elle méprisait, renverser l'étal de sa mère. Ses mains commencèrent à trembler. Sa mère, la femme qui avait vendu des fruits sous la pluie et le soleil pour qu'elle et sa sœur puissent étudier, pour qu'elles deviennent ce qu'elles étaient aujourd'hui. Elle était là, sa reine, son pilier, pleurant désemparée au milieu de la rue, tandis qu'une foule se contentait d'observer. Le soldat en elle hurla, mais la discipline et le protocole s'évanouirent. Son seul désir était de prendre le premier vol, de trouver ce lieutenant et de lui arracher son uniforme avec ses propres dents. Elle respira profondément, l'air lourd de la forêt équatoriale semblant insuffisant pour ses poumons. Avec des doigts tremblants de rage, elle transféra immédiatement la vidéo à sa sœur cadette, la procureure Chloé Torres. Dans la foulée, elle composa son numéro. Dans un bureau climatisé aux murs couverts de diplômes au palais de justice de la ville, maître Chloé Torres présidait une réunion importante avec d'autres substituts du procureur et des avocats de la défense. Son téléphone, en mode silencieux, vibra sur la table. En voyant le nom, Manon, clignoter sur l'écran, elle sut que quelque chose n'allait pas. Sa sœur n'appelait jamais pendant les heures de travail à moins que ce ne fût une urgence. « Avec votre permission, messieurs, un instant, dit-elle de sa voix sereine habituelle. Elle décrocha et s'éloigna un peu de la table. « Salut, Manon. Tout va bien ?» La réponse arriva comme un tir de sommation. « Tout va bien ?» « Rien ne va, Chloé. »« Rien. » La voix de Manon était brisée. Un mélange de douleur et de fureur que Chloé n'avait jamais entendu auparavant. « Je t'ai envoyé une vidéo, ouvre ton WhatsApp et regarde-la. Regarde-la maintenant. » Intriguée et inquiète, Chloé mit l'appel en attente et ouvrit l'application. La vidéo commença à jouer. Le marché, la voix arrogante du policier, le visage effrayé de sa mère, et puis la cagette volant dans les airs, les fruits s'éparpillant comme des larmes sur le bitume. Pendant un instant, Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa mère, sa petite maman, qu'elle essayait de protéger de tout le mal du monde, était là, exposée, humiliée, sa dignité piétinée par un policier corrompu dans une rue quelconque. Des larmes brûlantes montèrent à ses yeux, mais elle les ravala. Elle était procureure de la République. Elle ne pouvait pas se permettre le luxe de s'effondrer. Elle était la loi. Revenant au téléphone, sa voix trembla une seconde. « Manon, je ne vais pas accepter ça. Je ne peux pas l'accepter. Je vais apprendre à ce misérable ce que c'est que de s'en prendre à la mère d'une Torres. Je vais le finir.
La réponse de Manon fut celle que Chloé attendait, « J'arrive. Je vais demander une permission d'urgence. » Ça ne se règle pas avec des papiers, ça se règle d'une autre manière. Mais la réponse de Chloé fut étonnamment calme, bien que chargée d'une fermeté tranchante. Non, Manon, ne viens pas. Ta place est là-bas, à la frontière, à protéger notre pays. Ici, c'est mon territoire. Ce combat est le mien. Il y eut un silence sur la ligne. Manon, même à des milliers de kilomètres de distance, put sentir le changement dans la voix de sa sœur. Ce n'était plus Chloé, sa petite sœur, c'était Maître Torres, la procureure implacable. Laisse ton uniforme là où il est, continua Chloé. Cette guerre ne se gagnera pas avec un fusil, elle se gagnera avec le code pénal. Je vais rendre justice à maman, Manon. De la bonne manière, à ma manière. Manon resta silencieuse un moment de plus, assimilant les mots. Elle connaissait cette détermination dans la voix de sa sœur. C'était la même détermination qui les avait sortis de la pauvreté. C'est d'accord, dit Manon, la voix encore tendue, mais fais-le payer. Fais qu'il regrette le jour de sa naissance. Fais trembler son âme. Chloé ferma les yeux un instant et répondit avec une promesse froide comme l'acier. Ne t'inquiète pas, sœurette. Il le fera. C'est mon affaire maintenant. Elle raccrocha. La procureure de la République avait quitté la pièce. À sa place, il n'y avait plus que la fille de Monique. Et la fille de Monique allait déchaîner l'enfer sur cette ville. Chloé retourna à la table de réunion. Son visage était un masque de professionnalisme indéchiffrable. Les autres dans la salle la regardèrent, attendant qu'elle reprenne la discussion sur le dossier complexe qu'ils analysaient. Mais la procureure, la femme qui vivait et respirait la loi, n'était plus là. À sa place se tenait la fille d'une vendeuse de pommes humiliée. Et cette fille avait le feu dans les yeux. Avec un calme qui effraya tout le monde, elle referma le dossier en cuir sur la table. « Messieurs, je vous présente mes excuses, dit-elle, sa voix basse mais résonnant d'une autorité nouvelle et dangereuse. Cette réunion est terminée. J'ai une affaire personnelle et impérative à régler. » Sans laisser place aux questions, elle se leva, prit son sac et sortit de la salle, laissant derrière elle un silence stupéfait. Elle ne prit pas son véhicule de fonction, une berline noire avec chauffeur. Au lieu de cela, elle marcha jusqu'au parking des employés. Elle monta dans sa voiture personnelle, un modèle citadin et discret, et conduisit non pas vers son élégant appartement du centre-ville, mais vers les rues du quartier populaire où elle avait grandi. En chemin, elle s'arrêta dans une petite boutique et acheta un ensemble simple, un jean et un chemisier en coton. Elle entra dans la cabine d'essayage et troqua son couteau tailleur et ses talons hauts pour les vêtements d'une femme ordinaire. Elle voulait arriver chez sa mère non pas comme maître Chloé Torres, la procureure, mais comme Chloé, la fille. Elle voulait que sa mère voie sa fille, pas une autorité qui pourrait l'effrayer davantage. Lorsqu'elle arriva devant la maison de campagne un peu délabrée aux murs écaillés, le portail en fer était entr'ouvert. La scène qu'elle trouva lui brisa le cœur en 1000 morceaux. Monique était dans l'arrière-cour, de dos, en train de laver les quelques pommes qu'elle avait réussi à sauver du caniveau. Elle frottait chaque fruit avec un soin maternel, comme si elle essayait de laver non seulement la saleté, mais aussi l'humiliation. Ses épaules étaient secouées de sanglots silencieux. Chloé s'approcha doucement, le bruit de ses pas étouffé par l'air brase. « Maman » l'appelait-elle doucement. Monique sursauta, se retournant vivement et essayant de sécher ses larmes du revers de ses mains mouillées. En voyant sa fille là, vêtue de cette manière, une vague de panique traversa son visage. « Chloé, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Il s'est passé quelque chose? Tu vas bien ?» Chloé ne répondit pas. Elle marcha simplement jusqu'à sa mère, lui prit la pomme sale des mains, la posa sur le côté et l'étreignit de toutes ses forces. Dans cette étreinte, dans l'odeur de terre et de fruits qui émanait de sa mère, Chloé s'autorisa à pleurer. Le barrage d'autocontrôle qu'elle avait construit au fil des années se rompit et les larmes de rage et de douleur jaillirent enfin. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé, maman? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Monique caressa les cheveux de sa fille, la voix entrecoupée. « Te dire quoi, mon amour? Pour t'inquiéter? Pour te déranger dans ton travail? Ce n'était qu'un homme méchant, ma fille. On ravale ses pleurs et on continue. Nous avons vécu pire. Te voir si belle est ma joie. Oublie ça.
La tentative de sa mère de la protéger, de minimiser sa propre douleur pour épargner de la souffrance à sa fille, fut comme jeter de l'essence sur le feu de la fureur de Chloé. Elle s'écarta un peu, tenant les épaules de sa mère et la regardant dans les yeux embués. « Non, maman, c'est fini. Le temps de ravaler ses larmes est révolu. Le temps où des gens comme lui piétinent des gens comme nous est terminé. Je ne t'ai pas élevé pour baisser la tête. Je te le promets, maman. Je te promets que l'homme qui t'a fait pleurer va apprendre de la manière la plus dure ce qu'est la justice. Il te rendra chaque larme avec les intérêts. » Monique vit chez sa fille une détermination qui était à la fois effrayante et réconfortante. Elle hocha simplement la tête, trop épuisée pour discuter. Cette nuit-là, Chloé ne dormit pas. Assise dans la cuisine simple de son enfance, avec l'arôme du café au lait flottant dans l'air, elle dessina son plan de bataille. Elle savait que si elle arrivait au commissariat en tant que procureur du district, elle serait reçue avec le tapis rouge. Le lieutenant Valenzuela se jetterait probablement à ses pieds, demanderait 1000 excuses et ses supérieurs le muteraient dans une autre ville, étouffant l'affaire pour éviter un scandale. Mais ce n'était pas la justice, c'était de la convenance. Elle ne voulait pas la punition d'un supérieur, elle voulait l'humiliation de la loi s'abattant sur lui. Elle voulait qu'il ressente dans sa propre chair le mépris qu'il vouait aux citoyens ordinaires. Elle avait besoin qu'il la traite exactement comme il avait traité sa mère, pour que son crime soit flagrant, indéniable. Elle avait besoin que son arrogance soit son propre piège. Le lendemain matin, au premier rayon du soleil filtrant par la fenêtre de la cuisine, elle passa un unique appel à un homme de sa confiance absolue. Ricardo, son secrétaire particulier au parquet, un homme discret, loyal et d'une capacité logistique frisant le surnaturel. « Ricardo, bonjour. J'ai besoin d'une faveur officieuse et ce que je vais te dire ne doit pas sortir de cet appel. »« À vos ordres, maître, » répondit la voix de l'autre côté, toujours professionnelle. « Je me rends en ce moment même, comme une simple citoyenne, au commissariat central pour déposer une plainte. Je veux que tu contactes discrètement le commandant de la police nationale et le responsable de l'IGPN, la police des polices. Dis-leur que la procureure Chloé Torres sollicite leur présence dans ce commissariat dans exactement 1 heure. Personne, absolument personne ne doit en connaître le motif. Et Ricardo, quand ils arriveront, qu'ils attendent dehors jusqu'à mon signal, sans sirène, sans agitation, en silence. Compris. C'est clair comme de l'eau de roche, maître, dit Ricardo sans poser une seule question. Le jeu était sur le point de commencer. Chloé s'habilla avec les vêtements les plus simples qu'elle trouva chez sa mère. Un vieux jean usé et un chemisier délavé. Elle attacha ses cheveux en un chignon désordonné, mit des lunettes à grosse monture sans correction et, pour parfaire le déguisement, prit le cabas de course de Monique. Elle n'y alla pas en voiture, elle marcha jusqu'à l'avenue principale et monta dans un TER bondé, sentant l'odeur de sueur et de fatigue autour d'elle, la même ambiance que sa mère affrontait tous les jours. Elle descendit 2 rues avant le commissariat et marcha le cœur battant la chamade, non de peur, mais d'une anticipation glaciale. Le commissariat de police était exactement comme elle l'imaginait du point de vue d'un citoyen lambda, des murs sales à la peinture écaillée, une odeur d'humidité mêlée à du café réchauffé et un comptoir d'accueil vide. Un policier ventripotent somnolait sur une chaise, ronflant doucement. Dans un bureau contigu, on entendait des éclats de rire et le bruit de dominos frappant une table. Chloé s'éclaircit la gorge. Le policier de l'accueil, qui devait être le planton, se réveilla en sursaut, la regardant avec une irritation mal dissimulée. « Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voyez pas qu'on est occupé? »« Je voudrais déposer une plainte, » dit Chloé en forçant une voix timide et effrayée. Le policier souffla. « Plainte pourquoi? On vous a volé votre poule ou quoi ?» Les rires dans l'autre pièce redoublèrent. « Non, monsieur. C'est au sujet d'un abus d'autorité. C'est arrivé hier au marché, là où tout a commencé. » Avant qu'elle ne puisse terminer, la porte du bureau s'ouvrit violemment et le lieutenant Stéphane Valenzuela en sortit, s'essuyant la bouche grasse d'un sandwich jambon-beurre avec le revers de la main. Il était accompagné d'un autre policier, un brigadier corpulent qui avait aussi été au marché, riant de l'humiliation de sa mère. « Qu'est-ce qui se passe ici, Morale? C'est qui cette vieille? » demanda Valenzuela avec son arrogance habituelle. Le policier de l'accueil, Morale, désigna Chloé du Menton. « J'en sais rien, mon lieutenant, elle vient pleurnicher pour un petit problème au marché hier. Elle a une tête à nous casser les pieds. »
Valenzuela plissa les yeux, la reconnaissant vaguement. Son visage se tordit en une grimace de mépris. « Ah, je sais. T'es une parente de la petite vieille aux pommes, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu viens réclamer pour ces fruits pourris ?» Chloé respira profondément, contrôlant l'impulsion primaire de se jeter sur lui. « Cette dame est ma mère et ce que vous avez fait était un délit. Je veux faire établir un procès-verbal. » Le mot « délit » fit éclater Valenzuela et son compagnon en rire bruyant et offensant. « Délit » répéta Valenzuela moqueur. « Oh, ma petite, le délit c'est que ta mère vende des ordures dans la rue en troublant l'ordre public. J'ai rendu service à la ville. Maintenant dégage d'ici avant que je te coffre pour outrage à agent. Allez, bouge. Je ne partirai pas d'ici sans ma plainte, insista Chloé, la voix un peu plus ferme. La loi me garantit ce droit. Le brigadier s'approcha, envahissant son espace personnel de manière menaçante. La loi? La loi, ici, c'est nous, ma jolie, et on te dit d'aller te promener. Ou tu veux visiter la garde à vue de l'intérieur? On a une cellule spéciale pour les grandes gueules comme toi. La menace voilée flottait dans l'air vicié du commissariat. Ils s'amusaient, savourant le pouvoir qu'ils avaient sur cette femme qu'ils percevaient comme sans défense. Mais ce que ces deux policiers corrompus ignoraient, c'est que la femme qui l'humiliait et menaçait n'était pas une simple plaignante. C'était la femme qui avait le pouvoir de détruire leur carrière et leur vie d'une seule signature. La porte du commissariat s'ouvrit soudainement et un homme en costume cher et aux cheveux gominés entra en parlant fort dans son téléphone, un iPhone de dernière génération. Bien sûr, monsieur le maire. Tout est sous contrôle. Valenzuela est mon homme de confiance ici. Il me règle tout. C'était Nicolas Govea, un adjoint au maire notoirement corrompu, connu pour utiliser la police locale comme sa garde prétorienne. Il raccrocha le téléphone et donna une tape dans le dos de Valenzuela. « Alors, mon lieutenant? On maintient l'ordre dans mon district? Bon garçon. Tu as coincé un pigeon pour lui soutirer un billet? » La voix de l'adjoint mourut dans sa gorge. Ses yeux s'écarquillèrent comme des soucoupes en se posant sur la silhouette recroquevillée dans un coin. La couleur disparut de son visage. Le sourire fut remplacé par un masque de panique pure. Il la connaissait. Il avait été dans des dizaines de réunions avec elle, suant toujours à grosses gouttes sous son regard inquisiteur. Le lieutenant Valenzuela remarqua le changement radical dans l'humeur de son parrain politique. « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Govea? Vous avez vu un fantôme ?» Govea ne répondit pas. Il marcha vers l'avant, trébuchant presque sur ses propres pieds et s'arrêta devant Chloé. Il s'inclina légèrement, les mains moites, la voix convertie en un bégaiement tremblant. « Madame la procureure. Maître Torres. Que faites-vous ici à cette heure? Et habillé comme ça? Si vous aviez besoin de quelque chose, un simple coup de fil aurait suffi. Je serais venu à votre bureau en courant. » Valenzuela et le brigadier se regardèrent, la confusion totale peinte sur leur visage. « Procureur? Quel procureur? » C'était la fille de la vieille aux pommes. Que diable se passait-il? Pourquoi l'homme le plus puissant de la ville s'agenouillait-il pratiquement devant elle? Avant qu'ils ne puissent traiter l'information, ils entendirent le bruit de plusieurs voitures s'arrêtant brusquement dehors. La porte du commissariat s'ouvrit avec fracas. Sur le seuil, découpé contre la lumière du jour, se tenait le commandant général de la police nationale, un colonel le torse bombé de médailles, et le chef de l'IGPN, un homme au visage sévère et aux yeux qui semblaient voir à travers l'âme. Derrière eux, Ricardo, l'assistant de Chloé, tenait une mallette. Le silence dans le commissariat était absolu. On n'entendait que le bourdonnement d'une mouche et le bruit du cœur de Stéphane Valenzuela martelant de façon incontrôlable dans sa poitrine. Le commandant examina la scène, l'adjoint Govea pâle, ses deux policiers déconcertés et la femme aux vêtements simples au centre de tout. Alors il se tourna vers Valenzuela et grogna, « Lieutenant, garde à vous. Que signifie ce cirque? Savez-vous devant qui vous vous trouvez? » La vérité tomba sur l'esprit de Valenzuela comme une dalle de béton. Maître Torres. Chloé Torres, la procureure. La femme qu'il venait d'appeler, ma jolie, et de menacer de mettre en cellule. Une sueur glacée lui parcourut le dos. Ses genoux flanchèrent, il regarda Chloé et pour la première fois, il la vit vraiment. Les fausses lunettes avaient été retirées.
La peur feinte dans ses yeux avait été remplacée par un éclat froid d'acier. Ce n'était plus la fille effrayée d'une vendeuse, c'était la loi. Et la loi était là pour recouvrer sa dette. Chloé inspira profondément et l'odeur d'humidité du commissariat sembla se transformer en parfum de victoire. Elle fixa le lieutenant Valenzuela, dont les yeux exorbités semblaient sur le point de sortir de leurs orbites. Le sourire narquois, l'arrogance, la pose de maître du monde. Tout s'était effondré comme un château de sable face à la marée. À sa place, il n'y avait plus qu'un homme petit, terrorisé, qui comprenait enfin l'ampleur de l'abîme dans lequel il s'était jeté. Nicolas Govea, suant à grosses gouttes, tenta un contrôle des dommages désespérés. Il s'approcha de Chloé avec un rire jaune et les mains en supplique. « Maître Torres, il doit y avoir un terrible malentendu. Le lieutenant Valenzuela est un bon garçon, un peu tête brûlée, vous savez comment est le stress du travail. Mais il ne manquerait jamais de respect à vous ou à votre honorable famille exprès. Je vous le garantis. » Chloé ne le regarda même pas. Ses yeux, froids comme des lames, étaient fixés sur Stéphane Valenzuela. Elle fit un pas en avant et le lieutenant recula instinctivement, comme si elle était un prédateur sur le point d'attaquer. Sa voix sortit basse, mais coupa le silence du commissariat comme un fouet. « Lieutenant Stéphane Valenzuela, dit-elle, chaque syllabe chargée d'autorité. Un malentendu? Vous m'avez menacé de me mettre en cellule. Vous avez traité ma mère de vieille. Vous avez détruit son outil de travail et l'avez humiliée devant des dizaines de personnes. Ce n'est pas un malentendu. Le nom de cela, lieutenant, c'est abus d'autorité, menace, injure publique et dégradation de biens privés. Voulez-vous que je continue à citer les articles du code pénal que vous avez violés en moins de 5 minutes? Valenzuela commença à trembler violemment. Les mots ne sortaient pas. Il ouvrit la bouche, mais seul un son étouffé s'échappa. Maître. Pour l'amour de Dieu, pardonnez-moi, je ne savais pas. Si j'avais su que c'était votre maman. L'excuse pathétique fut l'étincelle qui alluma le reste de la poudre. Le visage de Chloé se durcit encore plus, si c'était possible. Je ne savais pas, répéta la voix glaciale. Alors, c'est ça le problème, lieutenant. Votre obligation est de traiter tout citoyen avec le même respect. La loi ne vous demande pas de savoir de qui quelqu'un est la mère pour être décent. La loi vous exige d'accomplir votre devoir. Le fait que vous ne vous inquiétiez que parce qu'elle est ma mère prouve que vous êtes indigne de porter cet uniforme. Elle se tourna vers le commandant de la police qui observait tout, le visage contracté, sachant qu'il était face à une crise monumentale. Commandant, en tant que citoyenne et en tant que procureur de la République, j'exige que cet homme soit désarmé et placé en garde à vue pour flagrant délit, et je tiens à préciser que c'est moi-même qui prendrai la déposition du brigadier présent en qualité de témoin et possible complice. Je veux qu'un procès-verbal circonstancié soit dressé pour les délits qu'il a commis non seulement contre ma mère, mais contre moi à l'intérieur de ce commissariat. Le commandant avala sa salive. Défier une procureure, surtout une avec la réputation de Chloé Torres, serait un suicide professionnel. Il se tourna vers Valenzuela, le mépris évident dans sa voix. Valenzuela, remettez votre arme. Vous êtes aux arrêts. Stéphane Valenzuela regarda son chef, l'adjoint au maire, Chloé, cherchant un secours qui ne viendrait pas. Ses mains tremblantes allèrent à l'étui à sa ceinture et sortirent le pistolet SIG Sauer. Le cliquetis du métal posé sur le comptoir résonna dans la salle comme une sentence de mort. 2 policiers de l'IGPN, qui avaient observé tout depuis un coin, s'approchèrent et sans aucune cérémonie passèrent les menottes au lieutenant, les mains dans le dos. Le brigadier qui avait ri avec lui quelques instants plus tôt essayait maintenant de se rendre invisible derrière une colonne, pâle comme un fantôme. Nicolas Govea, en voyant son homme de confiance être emmené comme un délinquant ordinaire, se rendit compte que la situation était hors de contrôle. Il s'approcha de Chloé à nouveau, cette fois avec un ton différent. La peur avait cédé la place à une menace voilée, déguisée en conseil d'amis. « Maître, dit-il d'une voix basse et sifflante, vous êtes une femme intelligente. Vous savez qu'il faut parfois avoir de la souplesse. Pousser les choses à cet extrême peut brûler beaucoup de gens. La ville est petite, nous nous connaissons tous. Une faveur aujourd'hui peut être utile demain. Pensez-y. » Chloé tourna lentement le visage et le fixa. Elle lui adressa un petit sourire qui n'atteignit pas ses yeux. C'étaient 2 morceaux de glace. « Monsieur Govea, je n'ai pas de